Aventure malencontreuse. Et si aujourd'hui j'ai des inhibitions sexuelles, c'est par rapport à mes aventures d'autrefois. Mais là, tu dis, coudonc, pourquoi la société ne mise pas davantage à faire ressortir ces valeurs-là ou de faire ressortir ce mal de société, ce mot de société? Et ça, je trouve ça dommage. Puis qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans un rapport sexuel? Le plus important, si je parle vraiment en termes de « je », ce qui me ferait planer, c'est de rencontrer quelqu'un qui est totalement sur la même longueur d'onde que moi sur la passion. Et c'est quoi pour toi la passion? La passion, c'est un mode de vie pour moi. Ce sont mes tripes, ce sont mon intérieur, mon vécu qui font en sorte qu'il n'y a plus aucune inhibition. Si le moment présent est bon pour moi, je le savoure en entier ou je ne le savoure pas du tout. Et si cette personne-là m'accompagne de vie du moment, savoure les mêmes choses que moi au même moment, à pleine capacité, c'est la passion totale. Et là, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être même dangereux, il faut faire attention. Parce que la passion, c'est beau en haut, mais c'est de la passion également en bas, comme je m'amuse souvent à dire à mes copains. Alors quand ça va mal, ça peut devenir une passion, mais une passion dangereuse. Alors il faut équilibrer le tout. Est-ce que tu rencontres souvent la passion? C'est pas dans mes questions, là. Coin Sainte-Catherine, Saint-Laurent, je ne l'ai jamais rencontré là. Non, il y a moyen de rencontrer la passion, ça c'est certain, je l'ai rencontrée, mais elle m'a fait peur à plusieurs reprises et je l'ai éloignée. Alors tu vois, autant je veux cette passion-là, autant j'ai besoin également de quelqu'un qui va ramener sur Terre, qui va faire mon équilibre. Et comment tu réagis, Martin, quand on dit que les hommes sont des cochons? Ben c'est merveilleux, ma foi. Oui, ça ne fâche pas. Non, il faut s'entendre. Moi, j'aime pas tellement ça, cette expression-là. Si on dit cochon dans le sens où c'est un homme pervers, c'est un homme qui diminue la femme, dans ce sens-là, absolument pas. Mais si on me taquine en me disant, Martin, t'es un cochon dans le sens où tu adores les femmes, où pour toi, la sexualité est une chose importante, où tu es un coureur de jupons, entre guillemets, parce que la féminité, je ne peux pas y résister, ben, ça me fait plaisir. C'est pas vilain. Mon cher Martin Gélina, je comprends pourquoi on t'a choisi pour animer Génie en herbe. Ah oui? Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On s'arrête le temps d'une pause et au retour, c'est le résumé avec Louise-André. Quand je te dis le mot sexe, à quoi ça te fait penser? Ça me fait penser à Sandra, qui est le nom de ma petite amie. Puis, mon Dieu, ça me fait penser à l'été, au printemps. Alors, tout ce qu'on voit à la télévision, les films, les téléromans, de faire là. Ah, ça ne fait pas penser à rien, moi, c'est le sexe, là, moi. Ah, ben, j'admire ça, c'est beau, c'est un beau mot. Une femme? Pour moi, ça fait l'amour. Sexe? Peut-être à mon passé. Un nouveau magazine mensuel voit le jour dans la région. Publi Immeuble. Vous voulez vendre votre propriété rapidement? Contactez dès maintenant. Mesdames, messieurs, à l'émission, et puis ça fait quelques années qu'on la voit à la télévision, je l'ai toujours trouvée super sympathique, super comique, je ne l'avais jamais rencontrée. Elle s'occupe de théâtre, elle s'occupe des gens de festival de l'humour, prépare les jeunes au festival Juste pour rire. Vous la connaissez, mesdames, messieurs, il s'agit de la comédienne Louise Latraverse. Louise, bonjour. Bonjour. Merci de venir nous voir à l'émission. C'est un privilège qu'on a, ma chère Louise. Ça me fait très plaisir. Oui, parce que quand je disais qu'elle est sympathique, c'est vrai qu'elle est sympathique. Vous aimez rire, Louise? Oh oui, le rire, c'est ça qui nous permet de passer à travers beaucoup de choses dans la vie. Le rire, c'est primordial pour moi. C'est primordial. Ah oui, absolument. Si on n'a pas d'humour, là, il nous manque un gros morceau. Il manque un gros morceau. Un gros morceau. Le puzzle n'est pas complet, finalement. Oui, je crois que l'humour, ça nous permet de ne pas nous prendre trop au sérieux. Très vrai, parce que sinon, la vie se retourne de bord, Louise, puis elle te donne une taloche à la bonne place. Oui. Louise, on va parler de santé mentale, parce qu'on en parle de beaucoup, mais ça laisse toujours, ça nous fait toujours hésiter un petit peu quand on parle, parce que c'est encore très tabou. Parce qu'on pense maladie mentale, fou, folle, ce qui n'est pas le cas, Louise.
Dans les maladies mentales, comme on l'appelle, il y a des troubles psychiques qui arrivent à tout le monde, plus ou moins, dans une vie, il va en avoir. Exact. Dépendant des occasions, s'il y a des épreuves, il peut y avoir des dépressions, bon, des occasions comme ça. Et puis, il y a ensuite des cas un petit peu plus graves. Il y a des dépressions qui arrivent à des moments de la vie aussi. Oui. Qui sont des changements biologiques, si on peut exact, dire. Oui. Et puis, il y a aussi, évidemment, les cas un petit peu plus graves où là, on entre, où l'effet de l'hérédité aussi entre en ligne de compte. Oui. Mais ce qu'il y a d'important, c'est de briser le silence de tous vis-à-vis de ces troubles-là. Et que ce soit même de l'alcoolisme, on a gardé toujours ces maladies cachées dans les familles, on n'en parlait pas. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Si quelqu'un a un problème d'ordre psychique, alors là, c'est caché, on ne veut pas en parler, les gens fuient, les gens ont peur. Et c'est malheureux, Louise, parce qu'on n'a pas besoin de faire ça, parce que surtout lorsqu'on comprend l'aide qu'on peut apporter à ces gens-là, et l'aide qui est disponible avec toutes les ressources, les associations. Louise, vous, personnellement, vous, lorsqu'on parle, par exemple, de troubles maniaco-dépressifs, vous n'avez pas eu ces troubles de maniaco-dépressifs, mais vous avez quand même connu une période dans votre vie, Louise, où ça n'a guère été facile. Non. C'est-à-dire que moi, dans ma famille, je vais vous faire un portrait parce que c'est assez intéressant et ça touche à peu près tout ce dont on vient de parler. Mon frère Guy, qui est le président de cette campagne, d'ailleurs... Avec M. Pellado. Avec M. Pellado, qui est le porte-parole des dépressifs et maniaco-dépressifs. Lui a subi vraiment, pendant plusieurs années, ça arrive en principe vers 35 ans, on commence à avoir des symptômes. Mais c'est très, très long avant de savoir que c'est une maladie. Alors, ils vivent des hauts, des highs, qu'ils appellent, des périodes de manie, et puis une autre période où ils tombent en dépression, c'est-à-dire des bas. Alors, ils vont de l'un à l'autre. Deux extrêmes. Deux extrêmes. Et en général, ce sont des gens qui sont très créatifs, des gens qui ont beaucoup d'énergie, qui font beaucoup de choses. Alors, on se dit, bon, c'est normal parce qu'il en fait tellement, c'est normal. Et là, ils sont fatigués, ils connaissent la période. Après ça, quand il se repose, il repart. Et puis là, on se dit, ah, ben c'est normal, il y a tellement d'énergie. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup cette maladie-là chez des gens qui font des choses. Bon, les grands écrivains, les peintres, des gens qui font beaucoup de choses sont touchés par ça. Et donc, mon frère, là, avant qu'on se rende compte, d'abord, il ne fait pas si longtemps que ça, hein, c'est en 84, on ne connaissait pas beaucoup cette maladie et on ne connaissait pas non plus qu'il y avait un médicament, un sel pour aider, comme on a pour les diabétiques. Bon, alors mon frère, et là, c'était rendu, ses downs, ses bas étaient de plus en plus c'était long. Ouais, et la souffrance était telle, il le cachait, mais finalement, on vient à savoir parce qu'on le côtoie. Il a essayé de se suicider, comme il dit, une 20aine de fois. C'est énorme. Comment ça se fait qu'il est arrivé à s'en sortir et que, bon, on voit la vie formidable et comment il est bien aujourd'hui. Alors, c'est avec mon jeune frère qu'on s'est dit, ça n'a plus de bon sens, il faut faire quelque chose. On a appelé un psychiatre, un ami qui là nous a dit, il faut que vous ayez un médecin généraliste qui va vous donner un psychiatre. Vous allez à votre hôpital, dans votre quartier. La référence. Et là, vous entrez à l'hôpital et là, il y a un psychiatre qui va le prendre et là, finalement, ils vont le prendre en main. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Mais on ne savait pas quoi faire. Alors donc ça, on a pris, ils l'ont gardé 2 mois, il a subi le traitement au lithium, et depuis ce temps-là, il en prend, et c'est un homme qui s'est refait une famille, une santé qui fonctionne bien, Louise. Il fonctionne merveilleusement, exactement comme un diabétique qui prend son insuline, il n'y a plus jamais de problème, de même que M. Pellado et tous ces gens qui fonctionnent donc avec un sel, penser qu'on peut rétablir cette chimie, parce que c'est chimique. Et un entourage aussi, Louise, je pense, un entourage qui est en mesure de comprendre. Alors, c'est pour ça qu'on en parle, parce que si vous voyez autour de vous, tout à coup, s'il y a des gens qui sont plus dépressifs, remarquez s'il y a des highs et demandez aussi, je crois que les médecins généralistes devraient demander, est-ce qu'il y a des périodes de high et est-ce qu'il y a de l'hérédité? Là, je vais vous raconter mon histoire, parce que là, ça se continue. Oui. Au moment où mon frère devient bien, moi, j'ai une période de cyclothymie. C'est-à-dire que j'ai une journée, je suis high, l'autre journée, je suis down, l'autre journée, je suis high. Puis là, je me dis, écoute, mais qu'est-ce que j'ai? Comment ça se fait que j'ai période la plus misère? courte, Louise, mais ça va en dents de scie, là. En dents de scie, oui. Alors, c'est terrible. Je déploie une énergie épouvantable. Le lendemain, je me ramasse, je veux mourir. Je dors plus, là. En tout cas, c'est très, très pénible et c'est extrêmement douloureux jusqu'à temps que je me retrouve
en dépression. Mais là, vraiment, là, j'ai eu un trou terrible. Je me sens happée par le vide. J'ai l'impression que je vais mourir. Je ne pense que je veux que ça s'arrête parce que ça fait trop mal. Là, évidemment, mon frère est passé avant moi. Alors, moi aussi, je me cache. Moi aussi, j'en parle pas parce que je suis sûre que ça va passer. Le silence. Puis là, je suis fatiguée. Je mets ça sur la fatigue. Le silence. On entend le silence au lieu de parler de ça. Alors là, finalement, il y a une amie qui appelle Guy puis qui lui dit, je pense que Louise est vraiment pas bien. Écoute, elle est dans un état épouvantable. Alors, il est venu. Et lui, connaissant, alors tout de suite, il m'a dit, bon, tu vas aller voir tel médecin. Et je rencontre donc ce psychiatre-là qui a tout de suite fait le portrait de ma famille. Oui. Et là, je me rends compte, et je suis en pleine ménopause, en plus. Je suis ménopausée très, très jeune. Alors, en passant. Je suis donc en pleine ménopause, et il y a donc ce changement biologique. Et dans ma famille, là, à poser des questions, on voit que j'ai des tantes qui ont eu la même chose. Voilà. Et c'est une maladie qui est héréditaire. Il faut bien le savoir. Et c'est important. Ça peut sauter une génération, mais il y a de l'hérédité dans ça. Donc, en sachant l'histoire, je revis la même chose. Donc, on m'a donné des traitements. J'ai pris du lithium pendant 1 an. Après, je n'en ai plus eu besoin. Bon, moi, ça fait partie de ces gens privilégiés qui ont une période peut-être dans leur vie et qu'ils ils en auront plus. Mais je ne le sais pas. Oui, vous mentionnez ménopause. Et lorsque j'ai donné ce qu'on a donné pour la compagnie Upjohn l'autre jour, une conférence sur la ménopause, j'ai eu au-delà d'une vingtaine de madames qui m'ont dit, Gilles, j'ai connu une période de ménopause où je n'ai jamais ressenti une chose semblable. J'arrivais, quelqu'un me parlait pour absolument aucune raison. Pleure, la fontaine, je ne sais pas pourquoi. Des réactions très bizarres d'un bord et de l'autre. Alors ça peut survenir. Et de là l'importance, je pense, Louise, pour les médecins que nous sommes, de poser la question. Madame, est-ce que vous traversez parfois des périodes où vous vous sentez carrément pas là du tout, où c'est la déprime totale? C'est important. Ou alors là, il y a un regain d'énergie incroyable, mais une chute rapide. Ça, c'est les premiers signes. Alors, quand il y a ça... Alors, on sait qu'il y a beaucoup aussi de maniaco-dépressifs qui sont alcooliques. Oui. L'alcool est comme un remède pour eux. Ils prennent ça pour calmer la douleur. Alors, c'est aussi des signes de faire attention. Souvent, ils sont d'abord maniaco-dépressifs avant d'être alcooliques. Vous comprenez? Exact. Alors, ils peuvent s'en sortir parce que quand ils vont pouvoir soigner la maladie. Alors, ce qui est important, c'est d'en parler. D'aider. On est en campagne de financement pour pouvoir avoir une ligne ouverte, par exemple, que les gens puissent téléphoner. Et autour de vous, s'il y a des gens qui ont des dépressions, des moments difficiles, de savoir qu'il y a des soins, il y a de l'aide. Et au bout de ça, si vous... En plus, moi, je me suis servi, si vous voulez, un peu de ce moment de ma vie, aussi pour aller plus loin et comprendre ce qui m'était arrivé, faire un ménage complet de ma vie. Alors, je suis entrée en thérapie. Ça a été finalement une période extrêmement enrichissante. Alors, je suis une femme maintenant heureuse, sereine, extrêmement bien dans ma peau. Et quelque part, cette maladie m'a permis d'avoir un équilibre. Oui. Alors, je suis donc très, très, très bien. Je trouve ça charmant parce que il y a toujours une lumière, Louise, au bout du tunnel. Et c'est ce que vous donnez à ces gens-là. D'être capable d'en parler. Et en plus de ça, il y a l'association, Louise, qui existe. Et j'aimerais, mesdames, messieurs, si vous regardez l'écran, on a l'association, prenez-les en note, sinon vous pouvez téléphoner à Télémétropole, on va vous donner les renseignements. Donc, c'est l'Association québécoise des dépressifs et des maniaco-dépressifs. C'est à 212 boulevard Saint-Joseph-Ouest, à Montréal. H2T, 2P8, le téléphone est le suivant, 514-984-6127. Voilà. Combien? Ah, c'est 948. Qu'est-ce que j'ai dit? 984. Alors, c'est 948-6127. Ma chère Louise, le message est passé. Bonne chance dans tout ce que vous avez donné. Puis merci d'être venu nous voir à l'émission. Ça nous fait énormément plaisir. Merci Louise, au nom de tous les gens qui nous regardent. Mesdames, messieurs, le temps d'une pause. Nous sommes de retour à l'émission Gilles Lapointe MD. À tout de suite. On va ici. Ici, mais à la Plaza Mauricie. À la Plaza de la On s'en vient avec des cadeaux. Des cadeaux? De l'argent. De l'argent? On s'en vient avec la piscine. La piscine. Pour vous faire expérimenter quelque chose que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Le quoi? Le café. Le café. Oh, ça, c'est bon. Ça, c'est amusant. Oui, c'est quoi? Manquez pas ça. Venez nous voir. Vas-y, papa. Vas-y, papa. On a la force. La force pour effacer l'action de vie.
Vous n'avez qu'à ajouter l'eau pour libérer toute sa puissance. Facile à employer pour une foule d'usages. Glass-Clean est antistatique et anti-buine, la solution claire pour un avenir brillant. La Fraternité des Mousquetaires vous invite à venir visiter la maison située au 2125 boulevard Hamelin, Trois-Rivières, et ce, tous les jours de 13h à 17h. Achetez un billet sur place et courez la chance de gagner une fin de semaine pour deux au Centre de loisirs et santé Arfond-des-Neiges et séance de massage au Centre de santé Pauline Gagnon. Dans le cadre du quartier... Ça va bien. Oui? Oui. C'est tellement un beau coin. Oui, c'est extraordinaire les cantons de l'Est. Paradis. Tout à fait. Paradis. Ça a évolué beaucoup quand même, Justine. Oui, ça a commencé tout petit. Il y avait 5 chambres au début. 5 chambres? Oui, et puis on était ouvert les fins de semaine, durant l'été. Et puis, à partir de 1980, on était ouvert tout le temps. Et au fur et à mesure des années, il y a des services qui se sont ajoutés, des soins qui se sont donnés. Dernièrement, on vient de se doter d'équitation. Alors, à chaque année, on ajoute des choses. Qu'est-ce qu'on offre comme programme, Jocelyne? Je sais que vous allez le décrire un petit peu, mais pour les gens, décrivez-le un petit peu, qu'est-ce qu'on offre à votre centre de santé? Disons que les gens viennent chez nous, au départ, c'est pour prendre des vacances. Hein? Oui. Et en même temps, comme le titre le disait bien tout à l'heure, faire le point, puis faire le plein. Hein? Oui. Puis faire le vide aussi. Oui. Alors, ce qu'on offre, c'est un contexte de détente, un contexte champêtre extraordinaire. Comme on peut voir sur cette photo. On voit les Appalaches dans le fond. C'est un lac qui est situé sur la propriété. Et si on regarde l'autre photo, ça, c'est un bain de quoi? Ça, c'est de l'hydrothérapie. Ça, c'est de l'hydro. Oui, c'est vraiment un soin spécialisé. Ce que vous voyez, c'est la thérapeute qui est en train de faire un drainage, qu'on appelle. Drainage. Oui, alors la cliente qui est dans la baignoire va recevoir 4 types de massages différents. OK, on les passera pas parce qu'on n'aura pas le temps de finir. On passe à l'autre photo. Alors ça, c'est un soin, c'est unique au Québec, puis je serais portée à dire au Canada, j'en ai pas vu ailleurs, ça s'appelle le bain d'oxygène. Le bain d'oxygène. On dit que Michael Jackson a son propre bain. C'est un soin qui a comme fonction... Oui, il prend les sous pour ça, lui. Ben, je pense Excusez, c'est une parenthèse. Alors, c'est un bain d'oxygène. Oui, c'est un soin qui a comme fonction d'oxygéner en profondeur le corps. Ça a des fonctions de détente extraordinaires. Après les soins, les gens vont aller s'étendre, vont aller se reposer dans une des salles de détente. Naturellement, Jocelyne, là, on voit l'équitation. On a des beaux sentiers, oui. On parle beaucoup. Ça aussi, ça, c'est le bain sauna, je suppose. Regardez ça, ça a l'air superbe. Et puis une autre photo, je pense qu'il y en a une autre, là. Oui, c'est un modèle de chambre. Oui, ça donne sur une vue sur le Mont Ça, ce sont tous des choses qu'on peut voir, Jocelyne, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a une alimentation. Je pense que l'alcool, chez vous, c'est pas tellement bienvenu. Non, pas tout à fait. Il y a des menus santé extrêmement... C'est pas rigide. Mais sauf que... En même temps, c'est exclusivement végétarien. Exclusivement. Oui. Jocelyne, les gens, chez vous aussi, sont qualifiés. Mais vous venez aujourd'hui offrir des cadeaux. Tout à fait, oui. Expliquez-nous ça. Pendant que vous vous levez puis qu'on s'en va à notre gros baril qui contient les cartes postales, on va expliquer un petit peu, parce qu'on l'avait dit, mesdames, messieurs, qu'on obtiendrait des cadeaux. Et naturellement, le petit Thierry le Pourri, Paul, vous le connaissez bien, naturellement, petit Thierry le Pourri, qui a communiqué avec Jocelyne. Et on va offrir quoi, Jocelyne, aujourd'hui? Alors, ça s'appelle un forfait séjour santé détente. Oui. Ça comprend une gamme de soins. Alors, le peeling corporel, l'enveloppement aux algues, le bain hydromasseur, massage, bain d'oxygène. Ça comprend aussi l'hébergement en chambre des maîtres, les 3 repas et les animations, qui est une chose qui est unique chez nous, c'est-à-dire qu'on a des ateliers qu'on appelle faire le plein, faire le point, des techniques de détente, de relaxation. Et ça, c'est pour une journée ou deux? 2 nuits, 3 jours. Vous imaginez, on fait tourner le baril, mesdames, messieurs. Combien avons-nous de tirages, Jocelyne? Alors, il y a 2 fins de semaine qui sont tirées pour 2 personnes. 2 fins de semaine pour 2 personnes. Et ça, mesdames, messieurs, ça représente des beaux cadeaux. Puis j'aimerais vous remercier, Jocelyne, sincèrement. Pigez là-dedans, brassez ça, cette affaire-là. Vous remercier sincèrement, d'une part, pour offrir ces beaux cadeaux-là aux gens, et j'aimerais remercier Thierry, parce qu'il s'en est occupé. Je lui avais donné l'idée. Et il a parfait. Alors, le téléphone, on donne le téléphone rapidement. Ici, c'est Mme Suzanne Girard. Je vais vous le montrer. Le téléphone, pour des informations concernant le centre de santé, 1-800-665-5272. 1-800-665-5272. On pige une autre carte, ma belle Jocelyne. Bon. Ah, c'est une carte de Noël. Alors, c'est une carte de Noël. Tout est bon. Alors, c'est Marie B. Geoffroy de Drummondville. Pierre, je ne sais pas à qui je montre ça, Claire. À Pierre? Alors, il y a Marie Geoffroy de Drummondville et il y a Suzanne Girard de d'Israéli. Alors, on a ces 2 personnes-là. Voilà. Ce sont nos 2 gagnantes. Fin de semaine pour 2 personnes
au centre de santé Eastman, on va vous envoyer tous les renseignements précis. De la part de tous les gens, Jocelyna, je vous fais la bise et je vous dis un gros merci. Ça nous a fait plaisir. Parce que c'est un beau cadeau. Oui, c'est pas un tirage, c'est un cadeau que Jocelyna nous fait. C'est un beau cadeau à recevoir. Bon été. Je vous remercie. Mesdames, messieurs, on se retrouve demain parce qu'on a encore de beaux cadeaux demain. On remercie le Dr Garneau, on remercie François, on remercie tout le monde, toute l'équipe. À demain. Bye. Bonjour, ici François Jean du groupe Les Bébés. Ne manquez pas, du lundi au vendredi, La vie en Mauricie avec Chantal Carignan. Chaîne Télé 8, une station du réseau TVA. Ce que les hommes pensent de la sexualité. Les réponses de nos invités, je peux dire d'ores et déjà qu'ils sont très agités, ces hommes, dans le studio aujourd'hui. Il y a une effervescence qui nous entoure. Les femmes, hier, ont dit qu'il faut que les hommes s'affirment, surtout Jacqueline Vézina, à la fin de l'émission. Alors, les hommes sont là. Ils ont des choses à dire concernant la sexualité. Et puis, tu seras peut-être obligé de venir me donner un petit coup de main, Louise-André, parce que moi, je serai aux prises avec Doris Lucier. Je vais te le laisser. T'es capable, t'es grande. Non, je pense qu'il va très bien se contrôler, ce monsieur Lucier. Et il va sûrement avoir plein de choses à nous dire concernant la sexualité. Qu'est-ce que tu gardes comme résumé de l'émission d'hier concernant la sexualité et les femmes? Mais moi, j'en garde une impression de plaisir parce que je pense que le mot qui est revenu le plus souvent, c'est cette détermination pour les femmes à aller vers le plaisir. Donc, je me dis, on est sur la bonne voie, puisque depuis des siècles, on a beaucoup imposé le non-plaisir aux femmes. Et maintenant, si elles ont décidé de se dire, de se révéler et d'aller vers le plaisir, bien, on s'en va vers un avenir meilleur, je pense. Les femmes, celles dans la quarantaine et celles dans la soixantaine, c'est-à-dire Sandra et Jacqueline, Sandra Conway et Jacqueline Vézina, étaient assez d'accord sur plusieurs points de vue. Mais rendu à la fin de l'émission, là, c'était le désaccord total. Et c'est ce qui était plaisant. On aurait voulu continuer l'émission, mais il fallait évidemment revenir aujourd'hui avec les hommes. Et on espère que c'est une émission qui va pouvoir aussi informer les femmes, parce qu'on forme une société, hommes et femmes, hein, il faut fonctionner ensemble. Oui, mais c'est ça. Et les hommes écoutent de plus en plus cette émission-là. Moi, j'ai vu une progression au cours des 2 dernières années. Là, quand je donne des conférences maintenant, il y a à peu près 40 d'hommes dans l'auditoire, ce qui est surprenant parce qu'il y a 2 ans, il y en avait peut-être 5 Alors, les hommes s'intéressent de plus en plus à la question. Ils veulent savoir ce qu'on a à dire et ils ont des choses à dire. Ils en ont des choses à dire. C'est la raison pour laquelle nous allons nous taire. Nous allons céder l'antenne à ces hommes. Nous aurons d'une part à la fin de l'émission Martin Gélina, qui est l'animateur de Génie en herbe, un jeune homme qui représente la génération de la vingtaine. Il y aura... Maurice Samu, que vous connaissez bien, qu'on a vu à l'émission très souvent. Mais là, il parle pas là, en tant que thérapeute. Non. C'est l'homme, c'est Maurice Samu qu'on va entendre aujourd'hui, qui représente les 40 ans. Et bien sûr, après la pause, je vous reviens avec l'ineffable Doris Lucier. Savoureux. Si vous étiez des nôtres hier, vous vous souviendrez que nous avons posé les mêmes questions à des femmes de 3 générations différentes. Et ces femmes n'étaient pas présentes dans le studio durant les entrevues avec les différents invités. Et à la fin, Louise-André a recueilli les propos de chacune d'entre elles pour que les autres puissent connaître leurs réponses. C'est la même chose aujourd'hui. Nous allons poser à ces hommes les mêmes questions que nous avons posées aux femmes. Notre premier invité, c'est Doris Lucier, poète, philosophe, écrivain, comédien et professeur et j'en passe. Athlète? Oui, athlète et pourquoi pas. Hein? Faut être en forme, mon cher, à 74 ans. Ça me gêne beaucoup que vous n'ayez pas insisté un peu sur cet aspect-là parce que
Là, monsieur, vous n'allez pas commencer à vous voyer, puisque normalement, vous me tutoyez. Alors, on va rester dans le tu, d'autant plus qu'on parle d'intimité et de sexualité. Ça ne te fait pas peur, d'ailleurs. Je te regarde, là, et je me sens devenir moralement comme le docteur Faust. Bon, non, mais tu ne vas pas commencer à chanter. Est-ce que je peux... Est-ce que ça fait partie des circonstances érotisantes? Laissez parler les plus vieux, voulez-vous, s'il vous plaît? Oui, mais il fallait que je pose la première question. Est-ce que je peux faire une remarque liminaire au début de cette... Je regarde votre émission depuis longtemps, et j'aurais une remarque à vous faire. J'espère que vous allez la prendre du bon côté. Je trouve que toutes les deux, vous abusez du droit, vous abusez outrageusement du droit qu'ont les femmes d'être aussi intelligentes que jolies. Circonstances érotisantes. Ça peut en être une. Bon! Pourquoi pas? Quelles seraient les autres? Oui, circonstances érotisantes. Quelles sont les circonstances qui font que tu trouves que c'est érotique? Qu'est-ce qui te... Oui, les ambiances, les atmosphères. Ça, écoute, ça peut être bien des choses, hein? Ça peut être bien des choses. Ça peut être... Résume. La rencontre d'une femme qui a beaucoup d'attrait et qui inspire le désir de lui parler. Ça peut être le hasard d'une promiscuité imprévue. Ça peut être l'ambiance d'une soirée prometteuse de plaisir. Ça peut être une robe subtilement indiscrète. Ça peut être un regard muet qui parle très fort. Ça peut être un sourire qui a des airs de complicité. Ça peut être On pourrait continuer, hein? T'es dans la poésie, là. Ça peut être tout ça. Hein? Non, je suis dans la réalité. Oui, cher Cyrano de Bergerac. Maintenant, c'est quoi un bon amant? Ah, ça, c'est une question bête. Mais pas méchante. Non, non, mais réelle. Pour moi, un bon amant, c'est celui qui a assez de culture érotique pour toujours penser au plaisir de sa partenaire avant de penser au sien. C'est celui dont le plaisir est en entier fait de celui de sa partenaire. Est-ce que tu as toujours pensé comme ça ou Oui. c'est venu au fil... Oui? J'ai toujours pensé ça, je crois. Je crois que... Et ceci pour une raison bien simple, c'est que le plaisir des femmes, le plaisir de l'amour des femmes, est infiniment plus fort, plus puissant, plus subtil, plus long, plus poétique et plus beau que celui de l'homme. Si bien que je crois, moi, que avoir vraiment, comme homme, une culture érotique, c'est avoir conscience du plaisir qu'on donne beaucoup plus que de celui qu'on reçoit. Et maintenant, c'est quoi le pire problème sexuel dans notre société? Je pense que c'est l'impuissance. Je dirais que c'est l'impuissance. L'impuissance à tous les âges. Et à tous les niveaux. Et à tous les niveaux. Le pire tabou? Le pire tabou, c'est de cacher la vérité des choses naturelles. Exemple. N'importe quelle chose qui devrait être connue et qu'on refuse de considérer. C'est une forme d'ignorance, quoi. C'est ça. Tabou, c'est une forme d'ignorance. C'est ça, c'est le culte de l'ignorance. Les interdits aussi. Eh oui. Tabou égale interdit. Jules Renard disait, c'est inouï comme de nos jours, l'ignorance fait des progrès. C'est quoi, Doris, le plus important dans des rapports sexuels? Ça me tenterait presque de dire avant, pendant, après. Je crois que c'est... Le plus important, c'est l'impression de te donner du bonheur. C'est ça qui est le plus important. Beaucoup dans le donner, hein? Mais c'est ça. Le don et l'abandon sont les deux réalités fondamentales, je pense, du plaisir, surtout du plaisir de l'amour, je crois. Mais tu me disais tout à l'heure que tu as toujours pensé comme ça, même quand tu étais plus jeune. Il me semble que pour réfléchir de cette façon, ça prend une sorte de maturité, du vécu. C'est une question de philosophie, ma petite fille. C'est une question de philosophie. Donc, je pense, tu me parlais tout à l'heure, je pense au mot terrible de Juliette Gréco, que j'ai entendu, moi, de mes oreilles dire un jour, un soir, après un de ses spectacles.
Quel malheur qu'il y ait dans le monde, tant de mâles et si peu d'hommes. C'est cruel, ça. Alors, comment tu réagis quand on dit que les hommes sont des cochons? C'est partiellement vrai. Mais c'est pas totalement vrai. Il y a encore des hommes qui sont pas des prédateurs, quand même, qui considèrent que la relation idéale avec une femme, ça en est une d'échange et non pas de possession. Mais reste que, fondamentalement, la nature du mâle est toujours... exige beaucoup plus de culture pour être corrigée que celle de la femme. Tu es beaucoup plus doux envers les femmes que tu ne l'es envers les hommes. Oui. La femme, pour moi, est beaucoup plus importante dans l'histoire humaine que l'homme. Doris Lucier, merci beaucoup. Doris, on se retrouve à la fin de l'émission. Tu pourras me chanter face, si tu veux. Et maintenant, on retrouve Louise André qui reçoit Maurice Samu. Peut-être une petite parenthèse sur M. Lucier. J'ai été très étonnée lorsque j'ai lu l'an dernier les propos de M. Lucier sur le plaisir. Et bien entendu, M. Lucier a une vision de la femme qui est flatteuse et pour toutes les femmes. Mais souvent dans mon bureau, les femmes me demandent « Louise André, j'aimerais ça que tu fasses de moi, là, avec nos entretiens, une bonne amante. » Et la réponse que je fais systématiquement, c'est « aie du plaisir ». Et c'est lorsque j'ai vu les extraits de M. Lucier que j'ai compris que j'avais raison dans ma réponse. Lorsque les femmes se décideront à avoir du plaisir, je pense qu'elles feront beaucoup de mâles et d'hommes heureux. Bonjour, Maurice Samu. Bonjour. Rebonjour, je devrais dire, parce que vous êtes un habitué de l'émission maintenant. Oui. Et on est très heureuse aujourd'hui de recevoir l'homme et non pas le thérapeute qui souvent prend beaucoup plus de place que l'homme, non? Oui, mais je ne l'ai pas laissé la porte complètement. Là. Non. Ça devient une seconde nature que d'être thérapeute. Alors, on vous pose les mêmes questions qu'à tous les autres. Qu'est-ce qu'une circonstance érotique? Je pense que la circonstance érotique, c'est peut-être le niveau de surprise, d'inattendu. C'est pas juste une petite chose, c'est un ensemble de choses. C'est la beauté, c'est la tendresse, c'est une parole, c'est un clin d'œil, c'est une audace, c'est une provocation. Comment ça peut être une audace? Ah, je sais pas, ça peut être, je sais pas si j'ai le goût. Je pense qu'il peut être qualifié qu'une fois de bon amant, c'est par sa compagne. Alors je me dis, si tu réussis à rendre ta compagne heureuse, ben pour moi, tu es un bon amant. Et comment ça veut dire qu'on doit toujours l'apprendre par la réaction de l'autre? On ne peut pas le savoir en soi? J'aurais beaucoup... En tout cas, si je me disais bon amant, bang, comme ça, qui je suis pour dire je suis bon amant, là? Alors, j'ai rien expérimenté, j'ai rien fait, mais je me considère comme... Non, je me dis, bon amant, c'est effectivement si la compagne avec qui tu es vit un ravissement, ben, je pense qu'effectivement, il y a une chimie là-dedans qui fait que tu es assez un bon amant. Est-ce que ça s'apprend? Oui, ça s'apprend. Si effectivement on est capable de s'écouter soi-même, dans le sens d'être attentif à ce qui se passe. Mm-hmm. Le pire problème sexuel dans notre société, qu'est-ce que c'est? Encore. J'ai l'impression que c'est quand, comme homme, comme femme, c'est quand on n'est pas vrai. Quand on fonctionne dans le faire semblant. Essaie telle chose, puis tu vas voir là, si tu vas être bien, puis tu vas aimer ça. Puis tu dis, bon, c'est vrai, je suis bien. Mais c'est faux. Et c'est là, je me dis, je pense que d'avoir une relation avec le livre de recettes à côté, puis dire, OK, on va essayer ça. Oui, on peut arriver à dire, oui, la technique, on l'a eu 3 étoiles. Puis, ouais, c'est pas évident que ça a donné ce... Alors, je me dis, la pire chose, c'est peut-être le faire semblant, tout le camouflage autour d'une relation qui se veut vraie, qui se veut très intime, puis qui est teintée de fausseté d'un début à l'autre. Mm-hmm. Et le pire tabou, lui? Je crois que le pire tabou qu'il peut y avoir dans notre société, c'est peut-être tout ce qui a trait à l'homosexualité. Alors, je pense comme homme,
de la minute que tu parles d'homosexualité, les chaises se reculent, disent, bon, moi, c'est pas mon problème du tout, puis j'ai jamais vécu de problème avec ça, puis j'ai jamais pensé, alors que nombre de garçons, nombre d'hommes ont vécu cette étape-là qui est très naturelle, celle de dire, j'ai-tu un attrait pour d'autres hommes, je suis insensible à ça, etc. Alors, la plupart du temps, là, c'est peut-être le côté thérapeute, quand quelqu'un dit jamais, 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 j'ai eu des pensées comme ça, OK. Il y a peut-être... Anguille sous roche. C'est peut-être là le tabou là, à ce niveau-là. Chez les hommes. Le plus important dans les rapports sexuels? Comme homme, ce que j'ai l'impression qui est le plus important, c'est peut-être... Installation incluse. On a la solution. Dans un quartier ordinaire de Montréal, on pourrait croire que derrière ces portes se déroule calmement le match de la vie de chacun avec sa part de bonheur et de malheur. Mais derrière une de ces portes se déroule un destin extraordinaire. Hélène Bonneau a 50 ans et on peut dire que la vie ne l'a pas ménagée. Vous découvrirez dans le prochain reportage qu'elle a eu 100 raisons de se décourager, de décrocher, de maudire le ciel, de lui envoyer une telle fatalité. Et pourtant, elle ne l'a pas fait pour une seule raison. Cette femme est dotée d'une foi qui, comme on dit dans le livre, est capable de transporter les montagnes. Elle a converti chaque malheur, chaque épreuve, chaque maladie en un bloc de granit qui la rapprochait de son but intime, tenace source d'énergie. Se consacrer enfin à ce Jésus-Christ auquel elle s'était remis tant de fois alors qu'on abusait d'elle. L'Église l'a relevée du sacrement de mariage. Elle est donc redevenue fille et a pu ainsi changer sa vie. Le 21 septembre 1991, Hélène Bonneau devenait oblate. Moi, je voulais aller plus loin. Peut-être pas dire devenir une sainte, c'est pas mon but, là, mais on se dirige tout, à un moment donné, vers pour être meilleur, pour vouloir s'approcher du Seigneur encore plus. Alors, c'est vraiment pour moi que je l'ai fait. Ma satisfaction personnelle à moi, j'aime de plus prier, des gens qui me demandent de prier pour eux, si ça va pas bien, des enfants malades, même, et pour moi et dans ma famille aussi. Et je suis certaine que par rapport à ça, là, ça m'a donné là, vraiment des ailes pour être capable d'aller plus haut vers, me diriger vers le Seigneur, le plus haut possible. C'est que la vie d'Hélène Bonneau n'a pas toujours été le plus haut possible. Née dans une famille d'une sévérité extrême, obligée à travailler dès l'enfance, elle avait choisi la vocation religieuse à 16 ans. Mais son vœu le plus cher n'allait pas se réaliser. Son père la force à se retirer du noviciat où elle était heureuse. Puis, ce fut le marché du travail et le mariage. J'ai manqué mon coup là aussi. Tout en étant bonne religieuse, je sortais du noviciat. 2 ans après, je me suis marié. La bonne fille, alors sûrement qu'on va l'aider, cet homme-là, à devenir meilleur, mais j'ai pas pu. En bref, il a abusé de vous, il a été violent. Très. Avec vos enfants aussi. Les enfants aussi. Vous avez enduré ça pendant combien de temps? Est-ce que je dois répondre à cette question? Oui, si vous voulez. Combien de temps avez-vous été marié? C'est ce que je veux savoir. La patience que vous avez eue, c'est ça que je veux. J'ai eu 9 ans, mais c'est-à-dire, enfin, on était mariés 9 ans, mais il y a eu à peu près au moins là-dessus 5 bonnes années très, très, très difficiles. Et c'est par la suite que quelqu'un m'a suggéré pourquoi tu ne demandes pas ta séparation, ça c'est plus vivable. Tu ne peux pas passer ton temps malade, puis les enfants aussi. C'est comme ça que ça a commencé. Avez-vous senti un soulagement à un moment donné? Un peu l'âge du divorce. Mais pour moi, c'était pas suffisant. Il me manquait quelque chose. J'étais pas bien, là. Parce que quand même, le mariage était un sacrement. Puis la façon que je vivais, moi, c'était très important. Je brisais un sacrement à ce moment-là. Là.
J'ai pris mon courage une bonne journée et j'ai écrit à l'archevêché. Et aujourd'hui, je suis contente, j'ai eu mon annulation. Il y a des gens qui écouteraient le récit de votre vie, puis qui diraient tout de suite, je l'ai, moi, l'explication pourquoi elle est entrée en religion maintenant. C'est un refuge. Les gens diraient, la vie était trop dure pour vous, vous aviez besoin d'une consolation, vous êtes allé la chercher. Je m'attendais à cette question. C'est pas une fuite, c'est pas un refuge. C'est quelque chose qui a toujours été en moi, qui m'a jamais laissé dans le fond, que je n'ai jamais laissé moi-même. C'est pour ça que je suis encore bien ici aujourd'hui, puis j'espère l'être encore longtemps. Puis il y a des grilles derrière moi, pas aujourd'hui ni demain, on ne sait jamais, mais pour l'instant, en tout cas, j'ai un grand portrait, je suis très près. Pour moi, ici, c'est comme ma maison. Tout en étant loin de elle, mais dans notre cœur, dans l'esprit union de prière, ça existe vraiment. Hélène Bonneau est récemment devenue oblate, c'est-à-dire une religieuse qui demeure laïque, mais liée à une communauté vivant dans un monastère. Les oblats, ce sont des séculiers. Ils gardent leur profession, leur vie de famille. Ils sont des chrétiens pratiquants qui s'adjoignent à un monastère. Alors nous autres, nous sommes très heureuses de partager avec eux la spiritualité bénédictine. Le monastère des Bénédictines à Mont-Laurier a depuis 18 ans vu 170 chrétiens faire le même choix qu'Hélène. Hommes, femmes, couples, venus à un moment ou un autre se ressourcer au monastère et à qui on a offert de devenir oblats. Ils viennent souvent prendre part à la liturgie, puis il y a des réunions chaque année. Ensuite, on leur écrit plusieurs fois, à Noël, des fois à Pâques ou en automne. On communique avec eux. On tente de leur faire part de la spiritualité bénédictine qui est la spiritualité de l'Église, hein, et qui donne beaucoup de liberté aux âmes, parce qu'on est dans l'essentiel. On a les grands moyens de sanctification, comme les chrétiens. On a la règle de Saint-Benoît qui est interprétée pour eux grâce même à un livre qui a été fait spécialement pour eux par les laïcs aidés de bénédictins, bénédictines, et qui ont appliqué à la vie des laïcs les principaux principes de la règle de Saint-Benoît, que c'est l'Évangile. Purement et simplement C'est l'Évangile. ça, c'est la charité, mais c'est la manière aussi de vivre fraternellement. Être oblat, c'est faire notre devoir d'État. Alors, c'est quoi? Si tu es marié, mais tu vis bien avec ton mari, des choses comme ça. Si tu ne l'es pas, tu fais ce que tu as à faire, mais le mieux possible. Le mieux possible. Et ça ne nous apporte des grâces en même temps. Tu ne deviens pas oblat. Quand Monseigneur, il fait la cérémonie, tu ne deviens pas oblat, puis que ça ne dérange pas ta vie. Ça se peut pas que ça ne dérange pas ta vie. Ça te donne des valeurs qu'on n'avait pas avant, où on approfondit notre cheminement vers le Christ. Dans le fond, ça ne les fait pas changer de vie, mais ça apporte à leur vie des valeurs nouvelles. Vous savez, il faut qu'elles demeurent dans leur devoir d'État quotidien. On fait bien attention de ne pas les détourner de leur devoir de laïc, de mère de famille ou de père de famille, ou de jeunes. On a eu des étudiants. On en a des étudiants. On a des jeunes qui viennent servir, des fois, jusque là, à la douzaine, qui viennent à la messe ici, et qui s'instruisent par la liturgie. Vous savez, c'est une catéchèse, la liturgie. Mais en même temps, c'est beau, hein? Ça fait que ça les attire. On leur demande, vous ne trouvez pas ça long? Oh non, c'est un petit peu plus long qu'ailleurs, mais c'est pas long pareil. Vous savez, ils nous expliquent ça dans leur langage. Hein? Dans la cinquantaine, le devoir d'État d'Hélène est évidemment autre.
Impliquée au niveau de sa paroisse où elle assiste à la messe à tous les matins avec une dame âgée qu'elle a choisi d'héberger, elle est aussi, comme on dit, famille d'accueil. En fait, ne compte plus le nombre d'enfants que les services sociaux lui ont confiés. Elle est mère adoptive d'une fille, mère naturelle de 2 enfants, qui se disent super contents du choix qu'a fait leur mère. Pour moi, qu'est-ce que je pense? Maman, elle voulait vraiment être comme un mariage avec un homme. Quand on aime un homme, se marier, se donner comme changer des vœux. Je pense que c'est ça qu'elle voulait faire avec Dieu. Tu sais, que ça soit, comme qu'on dit, comme nous autres, on met une bague au doigt. Que ça soit officiel. Officiel, exactement. C'est le mot officiel. Moi, personnellement, je vis avec elle tous les jours. Je trouve que ça y a apporté une certaine confiance. Confiance. Plus. Tu sais, t'as confiance en toi, là, mais elle, on dirait, là, j'ai senti qu'elle avait encore plus confiance qu'avait. J'ai senti, là, que, mon Dieu, là, on dirait qu'il n'y avait plus rien, là, qui pouvait l'arrêter, là. Il n'y avait personne qui pouvait... Là, c'était vraiment inébranlable, son affaire, là. Ça l'était avant, là, mais là, me semble, là, tu sais, je l'ai senti, ça, c'était encore plus. Mariée. Là, ouais, c'est ça. Où est-ce que vous prenez la force? En haut. Là, vous êtes bien, comme on dit, vous êtes bien connecté en haut. J'espère que je suis bien connecté. Ben, c'est pas toujours facile. Mais vos filles nous ont dit, je peux vous le dire, dans l'entrevue hier, que si vous n'avez pas eu votre foi que vous avez, vous ne seriez plus de ce monde. Non, ça fait au moins une dizaine d'années que les médecins m'ont condamné. Je suis pas prêt à mourir encore. Il veut pas de moi en haut. Pas 2 fois, je vais faire le passeport de Colin. J'ai eu 2 jours au cancer qu'on ne donnait pas grand chance. Puis je suis encore là. Puis j'ai encore bien l'ouvrage à faire. Fait que j'ai encore beaucoup de temps. Je vis jusqu'à 100 ans. J'ai tout l'ouvrage. J'ai des années à faire. Des fois, je m'emporte comme ça, là, mais... C'est tout à fait naturel. Tu sais, je suis ici. Je suis très bien. Moi, je ne repartirai pas. Mais je sais que mes zones ont bien besoin de moi. Elle arrête pas 2 minutes. Tu mens combien de bines? Ça va pas! Vous l'aimez beaucoup? Oui, beaucoup. C'est mon amour! Je l'adore. Je pourrais pas... Elle m'a apporté beaucoup dans ma vie. Puis je pense que si je suis rendue comme ça aujourd'hui, c'est bien grâce à elle. Parce que moi aussi, quand même, il y a eu mon père là-dedans. Puis je pense que moi aussi, j'ai eu quand même une enfance difficile. Puis si elle n'aurait pas été là, je serais pas ici aujourd'hui. Puis j'étais souvent malade à l'hôpital toute ma jeunesse. Puis si elle n'aurait pas été là, ben, je serais pas là avec vous. C'est grâce à elle. Est-ce que c'est possible qu'un jour on vous retrouve parmi les moniales? Disons que j'ai déjà pensé. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire oui, je vais être de l'autre côté. Il y a des jours où je me dis, j'aimerais bien ça. Mais je pense que je ne suis pas prêt. Pour moi, je ne suis pas prêt. Qu'est-ce qui vous manque encore? J'ai encore beaucoup de choses à faire à l'extérieur du monastère. Je pense que c'est peut-être pas un ministère comme tel, là, parce que je suis pas prêtre, puis je suis pas religieuse, je suis seulement séculière, mais il y a beaucoup de travail à faire à l'extérieur des murs ici. Ici, ils travaillent bien fort par leur prière, mais nous, à l'extérieur, on a besoin de personnes laïques capables de travailler à l'extérieur pour aider. Il y a tellement de besoins dans le monde qu'on peut faire. On peut en avoir plein les bras à l'extérieur. Est-ce qu'il arrive que certains de ces oblats et oblates choisissent de venir vous rejoindre ici même dans le monastère, de devenir monial, là? Monial comme vous l'êtes? Mais on ne peut pas dire là, que c'est arrivé encore. Ça ne vous surprendrait pas que ça arrive? Non, ça ne nous surprendrait pas. Surtout s'il y avait un certain âge qui leur permettrait de s'adapter à une autre. Et c'est une vie bien spéciale, hein, quand même, hein, quand on vit en culture. Puis, c'est une vie monastique, de silence et puis de prière. Il faut avoir un certain tempérament.
Êtes-vous heureuse, Jean-Trudel? Bien. Est-ce que j'en ai l'air? Oh oui, je suis profondément heureuse d'appartenir à Dieu, hein, c'est là. Et puis, ensuite, je dirais, le bon Dieu s'est un petit peu servi de moi pour travailler à sa louange. Changer la vie, de tout temps, il y a des êtres humains qui s'en sont fait le programme, mais c'est peine perdue. Quand elle change, on dirait qu'elle change pour elle-même. Et nous, ben, on a besoin de toutes nos ressources, de notre foi en elle aussi, pour simplement la suivre. Mais changer sa vie, ça, on le peut beaucoup plus qu'on le pense. Et vous aurez remarqué qu'en sont les plus beaux témoins, celles et ceux qui l'ont fait parfois radicalement. Enfants. Mais c'est aussi des invités, beaucoup de plaisir, 24 heures d'amitié et d'espoir. Parce que pour nos enfants malades, le ciel peut attendre. Le Téléthon Opération Enfant Soleil. Samedi 30 mai, 21h. Chaque jour, on peut assister ici, vers la fin de l'après-midi, à une scène qui a quelque chose de dérangeant. Des hommes, certains en pleine journée de la maison du Père. On leur servira un repas chaud, probablement le seul qu'ils auront pris de la journée, puis un gîte pour la nuit. Et demain, on les retrouvera ici et là dans la ville, seuls au monde, dans une indifférence qui tantôt les blesse, tantôt leur convient. On pourrait penser que lorsque la drogue ou l'alcool ont produit de tels ravages sur une vie, il n'y a plus rien à en espérer. Certains le croient, effectivement, mais pas tous. Nous sommes venus en rencontrer ici qui ont décidé de reprendre leur vie en main. Autrement dit, de se servir du fond du baril qu'ils ont atteint comme d'un tremplin pour refaire surface. Et parfois, ça peut commencer tout simplement par se faire un curriculum vitae. Moi, à 14 ans, mon père m'a mis dehors puis débrouille. Tu sais? Tu penses que j'ai fait, moi? Je me suis débrouillé. Non, en tout cas, mais justement, c'est débrouillé, c'est une expérience. Hein? D'expérience. Expérience. Ben, c'est comme il dit, tu sais, ils ont sur l'école de la vie, modifié je sais des choses là, que d'autres ne savent peut-être même pas, là, mais ça me fait peur. Moi, CV, là, que tu vas écrire dedans. Ben, entre autres, le stage que tu vas aller faire de 2 semaines, là, on va le mettre. Ton CV, ça va en être une expérience de travail concrète, toute récente. Ça veut dire que je ne suis pas travailler dans un magasin, mais j'étais pas cher 50 ans à taverne, je peux me passer pour un vendeur sur mon CV. Ils ont dormi sur des bancs de parc où ont vécu quelques années sans adresse fixe. Ils sont souvent alcooliques et toxicomanes. Parfois même, ils ont des casiers judiciaires. Mais tout cela ne se dit surtout pas dans un curriculum vitae. Au gîte, une quarantaine d'itinérants par année cherchent tous les moyens possibles pour entrer sur le marché du travail. C'est la première fois que je change un chèque autre que l'aide sociale. Ben oui. Ouais. Right. Quel est l'élément déclencheur chez ces gens-là pour raccrocher à un moment donné dans le système, dans la société? C'est personnel, là. C'est pas automatique, là. On peut essayer de raccrocher souvent. Je dirais que ça peut être une vision de se voir à un moment donné continuer une vie dans la rue et finalement de mourir à plus ou moins brève échéance. Ça peut être de voir une personne qui connaisse mourir ou de se retrouver un matin à l'accueil de la Maison du Père, puis juste de réaliser, je suis rendu là, je peux pas aller plus bas, là. Je m'en allais vers la mort. Je veux pas mourir, moi. Jeudi prochain, je vais avoir 35 ans, fait que je veux pas mourir. Je commence à vivre. Il y en a qui prennent une deuxième carrière à 40 ans, même moi, c'est la première, mais c'est ma deuxième. Avant ça, c'était le crime. Puis là, mais c'est la bonne. Le travail a un effet d'entraînement, un effet là, pour structurant. Alors, pour travailler, il faut se coucher la veille, il faut être en forme, il faut s'organiser, il faut avoir une résidence, il faut avoir un lunch. C'est le biais par lequel on prend les gens pour les restructurer. Parce que l'itinérance, c'est une déstructuration là, de la personne. Mon Dieu,
Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Pour passer de la rue au marché du travail, il faut d'abord cesser de boire ou de consommer de la drogue. La Maison du Père accueille près de 130 itinérants en thérapie par année. Chacun d'eux, pendant 4 mois, aura pour principale occupation de faire le ménage dans sa vie. La journée que j'ai demandé de l'aide, là, j'ai commencé à m'aimer. Ce but-là, j'ai fait un bon pas devant moi parce que je me demande si je serais encore en vie aujourd'hui. Tu sais, quand tu fais 3 tentatives de suicide, tu bois du nafta, puis t'es 36 heures dans le coma, tu te réveilles, tu sais même pas où que t'es. Puis il y a eu un bon Dieu pour moi. Ce que je suis, ben justement, j'ai découvert, moi, à un moment donné, ce que je suis, puis ça a l'air bête à dire, là, un gars comme moi, là, mais j'étais un gros nounours plein d'amour, tu sais. Il y a ça que j'ai appris ici, à la Maison du Père. Toute ma vie, moi, j'ai été le gars qui méritait pas, tu sais. Fait que si j'avais des petites chances d'être aimé ou des petites chances de réussir, je sabotais ça dessus. Je m'arrangeais que ça marche pas. Et puis là, ici, ben, on m'a montré c'est quoi. C'est quoi aimer vraiment. C'est quoi être aimé. C'est quoi se laisser aimer. C'est quoi accepter que oui, moi, je vois à peine. T'sais. Moi, ce que je suis venu chercher ici, c'est que j'étais écœuré. J'étais écœuré de me compter des menteries, puis de me craindre, puis j'étais écœuré de pas être vrai, puis j'étais écœuré de faire du mal aux autres. Mais le premier à qui j'ai fait du mal, c'est à moi. Moi, je pense que pour chaque être humain, le verre est à moitié plein ou à moitié vide. À un moment donné, tu es rendu, toi, à ta limite, tu as atteint ta limite à toi. Et puis, pour toi, c'est ton bas fond, toi. C'est toujours en fonction de ce que tu as vécu avant. À un moment donné, tantôt, vous avez entendu seulement des gens qui étaient des bons salariés, avec des jobs et même des professionnels qu'on a ici. Pour eux autres, de se retrouver à la rue, juste ça, c'est déjà un bas fond. C'est déjà quelque chose d'extrêmement difficile et pénible à vivre. J'ai eu une enfance merveilleuse, mais c'est plutôt vers l'âge de 20 ans, là, une mauvaise expérience que j'ai eue avec une petite amie, et puis qui a mal reviré. Et puis depuis ce temps-là, j'ai des problèmes de toxicomanie. Et puis là, depuis 4 ans, c'est le fond du baril. C'est quoi le fond du baril? C'est la rue. La rue, l'itinérance. C'est dévalorisation de toi terrible. Tu sais. Tu perds tout. Tu perds tout, même ta dignité. C'est ce que moi j'appelle le bout du monde. T'as couché sur des bancs de parc, toi? Oui. Ouais. J'ai fait dernier recours, j'ai fait Maison du Père. J'ai fait toutes les places ici. Raymond Plante a fait une thérapie à la Maison du Père et suivi les sessions de formation au gîte. Il travaille depuis 5 mois. Mais le combat pour sortir de l'itinérance est long et difficile. Il y a quelques jours, il a fait une rechute. Il s'est réfugié dans un centre de désintoxication. Le travail, ça me sauve pour le moment, là, parce que sans ça, ce serait la consommation à tous les jours. Là, c'est... Moi, je calcule ça une erreur de parcours, ce qui a pu m'arriver en fin de semaine. Je considère ça comme ça. Mais le travail, c'est une planche de salut pour moi. Donc, tu vas retourner travailler la semaine prochaine? Lundi prochain, je vais être à mon travail. Et puis, on repart, on va essayer encore, on s'accroche. Jean Dupuis s'est accroché et il tient bon. Depuis 4 ans, il travaille dans un supermarché. Mais après avoir été plusieurs années itinérant, il sait ce que c'est que de tomber et de se relever. 16 fois, en 4 ans. C'est une bonne moyenne. C'était 16 fois après 16 désintoxications, oui. À frette, oui. Avant que ça fonctionne. Avant que ça marche. Donc, les rechutes, elles ont été nombreuses? Oui. Très, très, très nombreuses. Ben, je sais pas si je voulais arrêter en ce temps-là. Alors, si je fais un recul, là, je voulais, mais on aurait dit que j'avais des réserves. La dernière fois, j'étais vraiment décidé à... Alors, la clé, c'est ça. Laissez-vous aimer. Ouvrez la porte. C'est pas dur, dans le fond. Pour moi, ça a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite dans ma vie. Mais ça a été difficile juste de prendre la décision.
partir du moment où j'ai pris la décision de le faire, ça a ouvert, c'est effrayant, Bon, j'ai essayé de m'ouvrir aux autres. Je pense que c'est ça. Parce que moi, mon plus gros problème, moi, c'est l'isolement. Quand j'étais en thérapie, on m'a conseillé faire du meeting, me faire un cercle d'amis, tu sais. J'ai pas tenu compte de ça. Moi, ça a été l'isolement total. C'est le travail, la maison, point. Les dealers, les sautilleuses, tout ce gang-là, c'est encore à la même place. Ils n'ont pas changé, ils n'ont pas déménagé. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Frame-toi pas, t'es pas framé par aller prendre un 7-up d'un club, toi, là. Hein? Bon. Ah, ben non. Hein? Fait qu'on vous invite à être vigilant. Bon, ouais, si je me tiens avec du monde, si je retourne là-dedans dans le même milieu qu'avant, c'est sûr que je t'offrerai pas longtemps. Il a fallu que tu changes tout ton réseau, finalement. Oui. Je suis seul, là, tu sais, j'ai pas d'amis. Je suis mon chum, tu sais, mais j'ai pas d'amis, puis c'est dur de se faire des amis à qui tu peux avoir confiance. Moi, je suis comme Thomas, hein. J'ai de la misère à avoir confiance. Je suis bien dur à apprivoiser. Un peu comme le chat sauvage. J'ai les ailes du cœur volage. Je veux pas qu'on m'apprivoise, je veux pas non plus qu'on me mette en cage. Je veux être aimé pour ça que j'ai à te donner. Les premiers temps que je travaillais ici, je savais pas ce qu'elle allait me garder. Moi, je trouvais que je faisais pas l'affaire. Les autres, ça allait, qui ont trouvé que je faisais l'affaire, parce qu'ils m'ont gardé. Tu pensais que tu faisais pas l'affaire? Oui, j'avais cette impression-là. Oui, j'ai dit, ils me garderont pas. Ils m'ont passé régulier. Ça? Je sais pas. Parce que je n'étais pas bien. Je n'étais pas encore bien. Si tu arrêtes de consommer, ça ne veut pas dire que tu vas être bien demain matin. Je continue à paranoïer un peu. Là, après ça finit par se tourner. Effectuer des stages en milieu de travail est important avant de décrocher un véritable emploi. Ceux qui ont décidé de raccrocher doivent réapprendre à fonctionner en société. Dans les cours qu'ils suivent, avant et après les stages, ils pourront exprimer leurs espérances et leurs angoisses. La seule peur que j'ai vraiment face au stage, c'est face à l'autorité. C'est qu'il y a un ordre, je prends ça, mais faut que j'essaie de me contrôler moi-même parce que l'ordre, je l'apprends pas. C'est bien sûr là, que les patrons ne sont pas toujours en arrière de toi. Mais quand ils disent rien, c'est déjà une grosse appréciation. Ils sont toujours après toi, c'est parce que ça va pas. J'imagine que tu peux que ça. Hein? Tu sens qu'ils te font confiance? Absolument. J'ai jamais eu de gros ennuis avec eux autres. Non, on se parle. On prend le temps de... Je suis devenu comme un homme ordinaire, si tu veux. Payer des impôts, payer des taxes, payer les billes, ça. Ça t'achale? Oui, ça m'achale. Ça m'écoeure. Donner de l'argent au gouvernement, ça m'écoeure. C'est un voleur, lui, le gouvernement. Il a un permis de te voler. À quelque part, tu considères-tu que tu es une révoltée? Je suis révolté du système, oui. Mais j'ai pas le choix, il faut que j'embarque dedans. Sauf que dans ma tête, ma tête, ils l'auront pas. Ils vont avoir mon numéro d'assurance sociale, mais ma tête, ils l'auront jamais. Jamais. C'est l'injustice, là, je l'avouais quand même. Puis là, je t'affrète. Puis je l'avouais, là. Oh, là, ça fait mal. La vie en société, tu trouves ça difficile? Ah oui, terriblement. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, mais je dis plus, là. Je me dis, bon, ben OK, ça a été dur, ça aujourd'hui, mais regarde, ça aussi, ça a été bon. Alors, j'essaie de faire des compromis. Je pense que la réussite, je suis pas sûr, moi, que c'est tout le temps le gars qui sort de la rue et qui arrête de consommer. Ça, c'est l'idéal. Mais c'est pas tout le temps l'idéal. Le gars va faire une rechute, revient, se relève, va refaire une rechute, se relève. Mais tant qu'il reste... Puis d'apporter une dignité à cette personne humaine-là. Dire, écoute, là, t'es important pour moi. T'es important pour la société, puis t'en vaut la peine. Oui, je pense que c'est ça qui est important, comme réussite. Redonner la dignité à un être humain. Le chemin sera long, les difficultés à fonctionner parmi les autres vont se succéder et les occasions de retomber ne cesseront pas. Alors, c'est pas nous qui va leur apprendre ça, ni même les thérapeutes auxquels ils vont faire confiance. Non, ils le savent d'instinct, parce qu'ils connaissent la vie sous toutes ses doublures,
qu'il n'y a plus grand-chose qui peut les surprendre. Si, une surprise. Ils vont s'apercevoir qu'ils méritaient l'amour qu'ils ne s'étaient jamais offert à eux-mêmes. De dire non. Et puis, évidemment, c'est toute la famille qui en subissait les conséquences. Il y a aussi la patience qui s'en va. Même mes enfants, j'avais de la difficulté à les tolérer. J'aurais voulu que lui disparaisse pour me laisser me retrouver moi-même et ensuite, évidemment, retrouver tous les membres de ma famille. J'étais maussade, j'étais à l'envers. Émotivement, je me disais, ça n'a pas de bon sens. Je fais pour lui des choses que je n'aurais même pas fait pour moi-même. Ce qui est arrivé, bon, évidemment, ma santé a flanché. Et puis, j'ai dû prendre des décisions et je lui ai demandé de ne pas revenir. J'ai fermé la porte, puis cette porte-là qui avait toujours resté ouverte, j'ai dû la fermer. Mais c'était difficile parce que je me trouvais aussi à la fermer comme à une partie de ma famille. La journée où j'ai décidé de lui demander de partir, je lui avais donné, je crois que c'était une semaine. Il a fini par me demander le locker qu'il y avait dans le sous-sol de l'édifice où j'habitais. Je voulais pas. Je savais pas comment lui dire non, mais je pouvais pas le mettre dehors non plus parce qu'évidemment, c'était à la fin de l'automne. C'était tout simplement aussi une autre façon, je crois, de me manipuler. En faisant pitié, en restant dans un locker, peut-être que je céderais puis que je leur montrais dans le logement. Donc, je me sentais encore très coupable de lui faire vivre ce genre d'événement-là. C'était difficile. J'avais tellement peur d'être rejetée puis de ne pas être aimée. Ou vraiment d'être jugée comme la lapofine, l'égoïste. Puis, il y a d'autres peurs qui sont montées. C'est que j'avais peur qu'il se suicide. J'avais peur qu'il décide là, que c'était assez. Dans mon cas, avec Jocelyne, qui est une grande amie pour moi, j'ai été là pour l'écouter. J'ai été là pour l'accueillir quand c'était difficile. On dit souvent ça, un naufragé en amène un autre en se noyant. Bien, c'est exactement pareil en relation d'aide. Alors, automatiquement, je disais, c'est peut-être mieux que tu ailles le voir ailleurs. C'est important que tu aies plusieurs sources d'aide. C'est très, très, très important qu'il n'y ait pas seulement qu'une personne ressource. La décision qu'ils partent vraiment, qu'ils ne soient plus ni dans le locker ni dans le logement, c'est venu du fait que j'avais vraiment l'impression qu'on pouvait pas, que je pouvais plus aider quelqu'un qui s'aidait pas. Je crois qu'il a appris à devenir plus responsable suite à ces décisions-là. Juste le fait de se nourrir, de se trouver une chambre, le fait de se trouver un travail, je pense que ce sont des signes qui lui ont montré qu'il devait s'occuper de lui-même, de ne pas attendre que ce soit les autres qui comblent ses besoins. Aujourd'hui, les liens familiaux sont toujours aussi importants. Aujourd'hui, j'aide encore des gens. Moi, j'ai appris à prendre ma place pour moi, puis en même temps, je pense que je lui ai donné le coup de pouce pour prendre la sienne dans la société. Tous les biens, là.
Il y a quand même eu des choses que j'ai regrettées. Nicole nous a amené voir la maison de leur rêve, une maison qu'ils ont fait construire en soignant chaque détail. Ils l'ont habitée 2 ans avant de la laisser elle aussi derrière eux. Mais c'est le départ précipité de leur fille aînée qui a été le plus douloureux. Ça a été vraiment un déchirement. Parce que, bon, elle est restée que 2 semaines, c'est ça? Oui. Comment on fait pour s'adapter à ça? Comment vous avez fait pour accepter son On commence à pleurer. on pleure encore quand on s'en souvient. Mais la vie fait que, bon, la relation avec Marie-Annick, elle s'était quand même pas coupée, là. C'était pas une coupure de relation, c'était qu'elle était plus capable de vivre à la campagne. Alors, elle s'est en allée pour habiter sa ville, comme on dit. Moi, j'ai resté 2 semaines. Oui. Pourquoi? Comment tu t'es sentie? C'était trop grand. Quand je suis arrivée dans la maison, j'ai dit à mon père de m'enfermer dans la toilette. Je trouvais ça trop grand, j'ai paniqué. Fait que j'ai resté 2 semaines, puis après ça, je suis partie. Ce grand projet de vie souriait au départ à Marie-Annick, mais elle a préféré vivre à la prairie. Carl, son frère, a suivi ses parents. Bien, mon père il nous est arrivé un soir quand on restait à la prairie, puis il est arrivé avec un gros document, là, puis il nous a dit de lire ça attentivement. Moi, j'étais jeune à ce temps-là, fait que mon père me l'a plus expliqué c'était quoi. Puis c'était un projet qu'on était pour faire des déficients, puis mentaux adultes, puis il nous a parlé de ça. Moi, au début, j'étais pas vraiment emballé, j'hésitais un peu, j'avais peur, puis je connaissais pas ce monde-là. La nouvelle trajectoire, le changement de cap, c'est une maison de briques rouges, une ferme de bœufs limousins, de grands espaces, à Saint-Bernard-de-la-Colle, au sud de Montréal. Mais la ferme, c'est un prétexte. Ils ne vivent pas de ses revenus. L'objectif réel, accueillir des personnes handicapées intellectuelles. Pour Rémi Vogel, fini les grands ensembles, les centres d'accueil dépersonnalisés. Small is beautiful. Et souvent, ce qu'on faisait avec les personnes handicapées adultes, on prolongeait l'enfance. C'est faux. C'est faux. Une personne comme lui, il a 38 ans, c'est le temps qu'il vive comme un homme de 38 ans. Lui, il a 28 ans, il faut qu'il vive comme un homme de 28 ans. Il faut qu'il se prenne en main, puis il arrête de demander à tout le monde. Faire des gestes aussi simples que de partir dans un magasin et dire, regarde, les souliers sont là, choisis la paire qui fait ton affaire. Ça, c'est son choix, à lui. Après ça, moi, je l'ai ostiné. T'es sûr que ça va être bon, ça? T'es sûr que t'es pas mieux que des filles avec des lacets? Non, c'est celui-là que je veux. Parfait, c'est ça que tu veux, toi, l'essayer. Les Vogel veulent transformer leurs pensionnaires en adultes autonomes, changer leur vie à eux aussi. Une noble cause qui s'est frappé le nez sur une bureaucratie tenace. Il fallait argumenter avec tout le monde. Il fallait discuter avec tous les niveaux. À un moment donné, ils m'ont dit, on n'a pas de clientèle pour un service comme le vôtre. Hey, j'ai dit, là, venez pas me faire croire, voilà, là. Vous ne serez pas capable de me faire croire que dans la grande région de Montréal, il n'y a pas 4 personnes handicapées intellectuelles qui vivraient une expérience intéressante dans une ferme. Ça, venez pas me faire croire ça. Ah, on n'en a pas. Ah, il faut préparer les parents, il faut préparer ci, il faut préparer... C'était des adultes. Alors moi, je leur posais la question, pourquoi préparer les parents si c'est des adultes? Ils ont des choix. Amenez-les visiter. Après ça, demandez-leur si ça les intéresse. Moi, je vais les accueillir si on est capable de s'entendre. En 6 ans, il n'est jamais venu personne nous visiter. La lourdeur du système a failli à quelques reprises les conduire à la faillite. Pour boucler le budget, il leur faut héberger au moins 3 personnes handicapées intellectuelles. Trop longtemps, ils n'en ont eu que 2. On est passé près de la faillite personnelle. Puis heureusement qu'on a des amis qui nous soutiennent et moralement et financièrement. Parce que si on n'avait pas eu des communautés religieuses pour nous financer un hiver, là, je te jure qu'on n'avait plus de chauffage. Il nous restait 3 vrais romans. Plus de chauffage, 3 bûches de bois. On avait un peu de nourriture parce qu'on travaille l'été pour l'avoir. Mais c'est pas facile vivre ça. C'est vraiment... ça, j'ai trouvé ça difficile. Depuis quelque temps, ils respirent enfin. Ils ont 4 pensionnaires. Ils n'en veulent pas plus afin de leur assurer des services et une écoute de qualité. Dans les moments difficiles, l'aide des gens de la région a beaucoup compté et ça continue. Le Club Lyon vient de leur fournir des bicyclettes. Non, tu breaks pas. Pèse pas dessus. Non. Tu pèses juste quand tu veux arrêter. Ouais. Juste quand tu veux arrêter. OK? On part. Pédale. C'est beau.
C'est beau! Rémi connaît bien son monde, mais la campagne et les vaches, c'est tout autre chose. Dans le coin, on a bien ri de lui. Je voyais ça sortir, on en il disait, hey, ma vache saigne. Ouais, venir le vétérinaire, ils n'ont pas ri, tu penses? Non, ça y faisait rien. Ils m'ont expliqué que c'était menstrué des vaches. Grâce à l'amitié et au conseil d'Hervé Baudin, Rémi a pu apprendre le métier d'agriculteur. Ce que j'ai aimé, moi, d'Hervé, c'est que Hervé, ce qu'il a fait, c'est qu'il me disait comment faire, mais il venait pas faire à ma place. Il n'a jamais dit, là, regarde bien, là, moi le faire, là, puis tu le feras après. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, ça, là, ça marche comme ça, tu fais ça comme ça, puis tu fais ça comme ça. La machinerie, c'est pareil. Ça, cette machine-là est supposée faire telle chose. Fait que ça, il va te le montrer, là, après ça, débrouille-toi pour le faire. Alors, j'avais quand même, là, un bon guide, là. Puis ça, c'est important. Financièrement, vous l'avez aidé pas mal. Qu'est-ce que vous avez fait? Je te l'ai dit tantôt. Ben, répétez. Faut répéter. Puis j'ai vendu mes animaux. Je peux te dire le montant? Tu vois le montant? 16 000 $. Prendre ça une carte. Je dis à Rémi, tu me payeras mes têtes d'argent, puis pas d'intérêt. Je peux pas chialer. Il peut pas dire, les gars m'ont demandé, il y en a bien qui m'ont dit dans la paroisse, t'es fou. Je le connais pas, Rémi. Ah, je ferai une chance. C'est passé de de même, puis il m'a dit, va te le dire. Moi, ça m'était jamais arrivé qu'une personne me fasse un offre dans ce genre-là. Ben, j'ai embarqué, tu sais, puis c'était bien trop vrai, parce que ça a pris quand même du temps. Je suis pas capable de tout le payer, là. Ici, il n'y avait pas de gars qui rentrait, puis il n'y avait pas d'argent non plus. Fait que je le payais par petits morceaux, tu sais, tout le temps. Et il me disait, t'es-tu sûr, là? T'es-tu sûr que t'es capable, là, ce fois-ci, là? Parce que si t'es pas capable, là... Je ne l'ai pas fallu. Si tu veux demander, je ne l'ai pas fallu. Pas du tout. Puis... Il me payera, mais s'il n'y en a pas, ben, il n'ira pas. Puis il va attendre. Puis même quand je le payais, il me disait, t'es sûr, là, que ça, là, tu n'as pas besoin, là, t'es sûr, tu peux le payer avec ça. Je disais, oui, ça, si je te l'apporte, là, il n'y a pas de problème, tu vas l'avoir. On les amène partout où on va. On a une relation d'éducateur aussi, bien sûr, parce que quand ils arrivent, c'est pas nécessairement adéquat. Puis on fait de la réadaptation sociale avec eux. Toi, tu vas aller chercher 5 sacs de lait bleu. Je sais que c'est où. On va me dire, je sais qu'il faut que tu ailles. OK, vas-y. Pas à la course. Mais non. Pourquoi? C'est la nuit au monde. Si on veut leur donner des notions d'acquérir de l'autonomie, tout ça, il faut leur laisser de la liberté, il faut leur donner des responsabilités. Puis c'est pas toujours facile de faire ça, puis surtout en public, c'est pas... Mais ici, dans les villages autour, on est tellement bien accueillis que ça facilite les choses. Fait que là, les 5 petits comme ça. Alors, tu sais, toutes les bleus? Mais j'ai une âme de missionnaire aussi, tu sais. C'est la campagne, c'était par amour. Mais les handicapés, c'est par défi. Moi, j'aime apprendre, j'aime montrer. J'aime apprendre pour moi des choses nouvelles aussi, puis ça en était toute une. Saint-Michel, veux-tu mettre ça sur le comptoir, là? Oui, s'il te plaît. Le travail de psychoéducateur, c'est celui de Rémi. Nicole, elle, a dû s'adapter doublement à la campagne d'abord, ensuite aux personnes handicapées intellectuelles. Comprendre leurs émotions, calmer un chagrin soudain qui éclate, comme celui de Normand, qui vient de se rappeler un moment triste. T'es-tu correct? Hein? Mon bon sourire, t'es correct? Non, ton beau sourire. Quand Normand est arrivé, il m'a dit... D'abord, il s'est jeté sur moi. Il m'a pris, puis il pleurait beaucoup. Puis il m'a dit « Ah, oh, merci, mon Dieu, je suis ici. » Ça a été sa première phrase. Ça, j'oublierai jamais ça. Je pleurais avec lui. Mais là, ça a fait débouler. Là. Tout le monde pleurait, les travailleurs sociaux, les éducateurs. On se rendait compte à quel point ces gens-là avaient envie d'apprendre, avaient envie d'air, avaient envie de liberté, avaient envie de on sait pas quoi, là, parce qu'on sait pas tout ce qu'ils ont vécu. On part d'où ils sont quand ils arrivent. Mais il y a une espèce d'affinité qui s'est créée là tout de suite. Mais juste au niveau de l'émotion. Ouais. Ça, c'est quelque chose à vivre. OK. Ouais.
On vise pas à garder des gens indéfiniment. Absolument pas. Moi, je crois pas à ça. Moi, si je veux que les gens deviennent autonomes, il faut pas que mon objectif soit de les garder indéfiniment. Il faut que mon objectif final soit qu'ils me quittent. Mais c'est dur. Oui, parce que ça veut dire que tu vas accepter de recommencer. Mais là, si je calcule... C'est les départs aussi, c'est pas facile. Hein? On s'attache. Hein? Les arrivées sont pas faciles, mais les départs sont pas faciles non plus. Qu'est-ce qu'ils t'ont appris, Rémi et Nicole? Habillé comme faux. Est-ce que tu t'habillais pas bien? Oui, oui. Bien sûr. Et notre principe, c'est tu t'occupes de toi. C'est toi la personne la plus importante d'abord. Alors, laisse faire le voisin, laisse faire l'autre. Moi, je suis pas important. Toi, tu es important. Alors, il faut que tu apprennes à faire ton lavage. Il faut que tu apprennes à prendre soin de tes choses. Il faut que tu apprennes à travailler. Et tu travailles la même chose que moi. C'est des partenaires. C'est des gens qui font le même genre de travail que moi. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Tu disais les animaux? Oui. Qu'est-ce que tu penses de Rémi, Nicole? Rémi sont bien fins. Puis je les aime gros. Ça a été la découverte de l'amitié en profondeur parce que aller chez des gens qui ont des personnes handicapées ou inviter des gens, nous autres, quand ils nous invitent, on y va, on est au minimum 6. Alors, on arrive avec 4 personnes handicapées. Alors, les gens qui ont le courage de le faire, là, puis les gens qui ont le courage de venir ici, et c'est surprenant. C'est plein. Il y a toujours du monde. Alors, on n'est pas... on est loin d'être isolé. Alors, on a dit, on va laisser aller. On va voir. Alors, j'ai commencé à travailler lentement. Puis ça l'a amené... j'ai réhabité mes saisons. Ça, c'est une chose que j'avais perdue. Quand on travaille dans un bureau, on travaille avec une lumière au fluorescent, on travaille dans des températures contrôlées, on a l'air climatisé, c'est toujours 80 degrés égal, hiver comme été, donc il n'y a plus de saison, il n'y a plus rien. Quand je suis revenu ici, là, j'ai recommencé à habiter mes saisons, à sentir la terre le printemps, à sentir ce que c'est vraiment l'hiver à moins 20, avoir des étés à 30, à 35. C'est pas un paradis. Sais-tu qu'est-ce qui fait qu'une chose devient un paradis à un moment donné? C'est ce que toi t'en fais. Oui. C'est la couleur que tu donnes à ton rêve. La couleur que tu vas y donner. C'est ça qui va faire que c'est confortable. Quand on prépare un virage de cette ampleur, il y a toujours plein de monde autour de soi pour nous gonfler les risques du changement. Ça manque jamais. C'est comme si tout se liguait pour que tout reste pareil. Mais le plus magnifique de l'histoire, c'est que ça ne réussit pas toujours à endiguer la pulsion qui gagne le cœur et l'esprit, l'intuition profonde qu'il faut faire ce changement. Ne serait-ce que pour se regarder dans le miroir et se dire, sais-tu que tu t'améliores en vieillissant? Sur qui pouvez-vous vous fier pour boucler votre budget? Fiez-vous à Chrysler. La Dodge Spirit et la Plymouth Acclaim peuvent accueillir 6 passagers et possèdent un équipement des plus complets. Climatiseur, transmission automatique. Votre fidélité nous a valu d'être l'émission d'affaires publiques la plus écoutée à la télévision québécoise. Et cette constance honore notre travail, en même temps qu'elle nous stimule à vous préparer déjà une 5e année du match de la vie qui débutera mardi le 15 septembre, bien sûr, à 21h. Entre-temps, tous les mardis, nous vous présenterons en reprise des reportages de cette saison qui s'achève ce soir. Merci beaucoup, madame et monsieur. Passez un bel été. Une course au trésor tordante, une rivalité délirante. C'est une comédie, c'est un monde fou, fou, fou. Demain, 19h30. Ici, le réseau TVA.